Bonjour, je vous propose une vidéo sur la suite du chapitre 13 de physique sur les transferts quantiques d'énergie dans un atome. Alors d'abord, on va présenter les choses d'une façon assez différente de ce que vous avez pu voir en seconde. En seconde, vous aviez l'habitude de répartir les électrons dans des couches électroniques qu'on pouvait voir comme des sphères concentriques centrées sur le centre du noyau. Cette vision, j'en ai déjà parlé, elle est obsolète, c'est-à-dire qu'elle est abandonnée, elle ne permet pas d'expliquer tous les comportements qu'on peut observer au niveau de l'atome. Et donc, une analogie qu'on emploie souvent, c'est plutôt celle d'une bibliothèque dans laquelle on aurait des étagères et sur lesquelles on place des livres. Donc là, les livres, ce seraient les électrons de l'atome, et donc, dans une bibliothèque, toutes les hauteurs ne sont pas accessibles aux livres qu'on va poser. Là, c'est la même chose, donc chaque étagère de la bibliothèque est remplacée par un trait horizontal dans ce type de diagramme ici. Donc les électrons ne peuvent avoir que certaines valeurs d'énergie correspondant donc, aux valeurs numériques de ces traits. Toutes les valeurs ne sont donc pas possibles, on dit que les niveaux d'énergie sont quantifiés. D'ailleurs, cet adjectif quantifié est à mettre en parallèle avec l'adjectif discret ou discrète qu'on avait vu pour les valeurs d'un signal numérique. Un signal numérique ne pouvait prendre que des valeurs bien précises, discrètes. Alors on parle de valeurs discrètes pour les signaux numériques, et on parle de niveau d'énergie quantifié. Mais c'est vrai que même si les adjectifs sont différents suivant le domaine auquel on s'intéresse, on retrouve quand même une idée commune entre ces deux termes. Bon, donc, vous devez retenir, et vous l'avez vu normalement déjà en classe de première, que les électrons d'un atome ont différentes valeurs d'énergie possibles. Toutes les valeurs ne sont pas possibles. Les valeurs de ces énergies, donc bien précises, sont propres à chaque atome, c'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas mis de valeur numérique, mais suivant qu'on s'intéresse à l'atome d'hydrogène, à l'atome d'hélium, à d'autres atomes, les valeurs numériques ici ne seraient pas les mêmes. Donc chaque atome a des niveaux d'énergie accessibles pour ces électrons qui ont des valeurs bien précises, mais ces valeurs sont caractéristiques de l'atome. Vous remarquez d'ailleurs que ces énergies-là qu'on a placées sur un axe vertical ici sont toujours négatives. Et la valeur la plus grande, qui est une énergie nulle, correspondrait au fait qu'on a arraché l'électron qui tourne autour du noyau. Autrement dit, on a ionisé. Arracher un électron à un atome, ça conduit à la formation d'un ion. Au niveau du vocabulaire, donc vous devez retenir que le niveau le plus bas en énergie s'appelle l'état fondamental, ou le niveau fondamental aussi on peut dire, c'est le plus stable. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien de particulier pour l'atome et ses électrons, en général, les électrons vont se trouver dans cet état le plus stable. C'est celui vers lequel ils veulent aboutir, c'est celui dans lequel ils souhaitent se trouver. Par contre, vous avez vu aussi dans l'activité que si on apporte de l'énergie, par exemple aux électrons d'un atome, ils vont absorber cette énergie et passer dans un état d'énergie supérieure qu'on appelle un état excité. Mais les électrons n'y restent pas, ils vont vouloir retourner assez rapidement dans l'état fondamental puisque c'est le plus stable. Donc vous devez être capable de tracer un diagramme d'énergie pour les électrons d'un atome sur ce modèle-là. En général, dans un exercice, y compris dans l'enseignement supérieur, on ne va pas vous demander de tracer le diagramme, mais il va plutôt vous être fourni et c'est à vous de l'exploiter. Il faut également retenir le terme quantifié, là, qui est important, qui décrit donc ces valeurs bien précises, caractéristiques des niveaux d'énergie d'un atome. Alors justement, j'étais en train de parler de transition. Donc, en situation normale, c'est-à-dire sans apport d'énergie extérieure par exemple, les électrons d'un atome vont se trouver dans l'état le plus stable, qui est le plus bas en énergie, donc le niveau fondamental. Imaginons qu'on envoie cet électron, symbolisé ici par la petite sphère bleue, donc on envoie l'électron qui se trouve dans l'état fondamental, donc là où il est stable, on lui envoie de l'énergie. Il va faire quoi? Il va absorber cette énergie, ça va provoquer ce qu'on appelle une transition électronique. Donc, une transition électronique, ça veut dire que l'électron change de niveau d'énergie, il n'occupe plus le même niveau d'énergie. Alors on symbolise les choses de la façon suivante. Donc on a bien l'axe vertical avec les énergies, j'ai représenté ici uniquement deux énergies, E1 et E2. Donc E1 est un niveau fondamental, E2 est un état excité. Ensuite, la petite flèche là ici en zigzag correspond à l'apport d'énergie, donc l'énergie qu'on amène à l'électron de l'atome. Ici, sous forme de lumière, c'est symbolisé par le hmu qui correspond au quantum d'énergie transporté par un photon dans une lumière. Mais on peut aussi envoyer une énergie électrique, une décharge électrique dans un tube néon, vous pouvez l'utiliser pour vous éclairer chez vous par exemple. On peut chauffer aussi, ce sera de l'énergie thermique. Ici c'est l'exemple d'un photon qui arriverait. Donc là, la flèche aurait pu d'ailleurs arriver aussi vers la gauche, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui compte, c'est que la pointe de flèche rouge ici soit dirigée vers la flèche noire qui représente la transition. Donc là, la flèche de la transition doit toujours être tracée à la règle, donc en trait vertical. Elle part du niveau fondamental, elle arrive vers un état excité, donc ça correspond à de l'absorption.
Donc il y a une absorption d'énergie d'un photon qui fait passer du fondamental à un état excité. Bon, comme quand l'électron arrive dans cet état excité, ce n'est pas son état le plus stable, il va chercher à retourner le plus vite possible dans son niveau fondamental. Quand je dis le plus vite possible, c'est des transitions qui se font en quelques nanosecondes en général, suivant le type d'électron mis en jeu. Donc l'électron étant passé dans un état excité, il va très vite retomber dans son état fondamental. Par contre, au lieu d'absorber de l'énergie comme il l'a fait dans le premier processus, il va en libérer, en émettre, donc vous aurez émission. Alors c'est spontané, vous ne pouvez rien faire pour empêcher l'électron de retourner dans son état fondamental. Et alors là, ce qui compte, c'est que la flèche doit s'éloigner, là la pointe de flèche rouge doit s'éloigner de la flèche noire verticale de la transition électronique, ce qui symbolise le fait que c'est une émission. Et donc il y a émission de photons, c'est-à-dire de lumière. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Alors pour l'absorption, quand même, quand on provoque le phénomène d'absorption, ça ne va pas se faire dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un électron passe ici du niveau fondamental d'énergie E1 au premier état excité E2, il faut que la quantité d'énergie apportée soit exactement égale à la différence d'énergie. Donc c'est ce qui est symbolisé par la formule du dessous. Donc si vous voulez provoquer la transition du niveau E1 au niveau E2, la quantité d'énergie à apporter, donc le quantum d'énergie transporté par les photons dans la lumière qu'on envoie sur les électrons pour provoquer l'absorption, donc cette quantité d'énergie H mu doit exactement être égale à la différence d'énergie E2 moins E1, que j'ai renoté delta E ici, le delta représentant une différence, un écart. On peut aussi écrire au lieu du H mu, H fois C sur lambda, on l'a vu dans la première partie. Cette formule s'applique en absorption, mais aussi en émission. Si vous voulez prévoir la longueur d'onde d'un photon émis par émission spontanée, vous pouvez aussi utiliser cette formule, et on reprendra aussi delta E égale E2 moins 1, c'est-à-dire que ce soit en absorption ou en émission, vous prenez une différence d'énergie qui doit toujours être positive. Alors dans cette formule-là, les deux énergies doivent être en joules. Attention, on va voir après qu'on utilise souvent des électronvolts, mais il faudra bien être en joules et faire la conversion si nécessaire dans les exercices. Bon, H est la constante de Planck, on en a parlé déjà dans la première partie. Nu, on a vu aussi que c'était le symbole en physique quantique de la fréquence qui doit s'exprimer en Hertz. Et si vous utilisez la dernière formule, C c'est la célérité de la lumière dans le vide, donc toujours 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et lambda, la longueur d'onde de la radiation comportant ces photons, qui doit s'exprimer en mètres. Vous avez un exemple sur la page suivante, alors j'ai recopié ce que j'avais fait là pour gagner un petit peu de temps. Donc on vous demande de calculer la longueur d'onde de la radiation associée au photon émis quand un atome de sodium passe d'un niveau d'énergie E2 à un niveau E1 tel que l'écart entre les deux soit égal à 2,11 électronvolts. Ça veut dire que il y a déjà eu forcément un premier processus qui n'est pas décrit ici, il y a eu absorption, on a fait passer un électron d'un atome de sodium dans son état excité d'énergie E2. On ne connaît pas les valeurs de E2 et E1, elles ne sont pas données, peu importe, on a la différence entre les deux. Alors vous remarquez que c'est en électronvolts, pourquoi ? Parce que lorsqu'on exprime les valeurs des niveaux d'énergie sur un diagramme tel que celui que j'ai montré au début, quand on l'exprime en joules, qui est l'unité légale dans le système international, on a des valeurs qui s'expriment avec des puissances de 10, très souvent du 10 puissance moins 19, 10 puissance moins 18 joules. Comme d'habitude, c'est pas très parlant, pas très pratique à utiliser. Donc on passe en électronvolts, alors ça se note E minuscule et V majuscule, qui est une unité qui permet d'avoir des valeurs de niveau d'énergie de l'ordre de quelques électronvolts, donc c'est plus simple. Vous n'avez pas à connaître la conversion, d'ailleurs même dans l'enseignement supérieur on vous la redonnerait. Donc 1 électronvolt c'est 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc on cherche la longueur d'onde du photon qui va être émis lors de cette émission spontanée. On parle aussi d'une désexcitation, puisqu'on quitte un état excité pour revenir à un état fondamental. Donc je prends la formule qu'on a vue en bas de la page précédente, donc E2 moins E1 c'est H fois C sur lambda. J'utilise cette formule-là et non pas le H mu, puisque je vois que dans la question, ce qu'on me demande, c'est la longueur d'onde. Donc je réécris en expression littérale, lambda c'est H fois C sur E2 moins E1. Donc H, on vous fournirait cette valeur, il n'est pas à connaître. C, vous devez connaître cette valeur-là. Il faut juste penser donc la différence entre les énergies à la convertir en joules. Donc je multiplie le 2,11 par 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. On trouve une valeur qui est en mètres, ce qui n'est pas très parlant, puisque notamment si c'est une radiation visible qui est émise, on va plutôt émettre les longueurs d'onde, on va plutôt exprimer les longueurs d'onde en nanomètres. Donc ce résultat, vous le multipliez là par 10 puissance 9 et vous trouvez 589 nanomètres. Alors vous n'avez pas à connaître toutes les couleurs correspondantes aux radiations du domaine visible, vous devez connaître que le violet ça correspond à peu près à 400 nanomètres et le rouge à du 800 nanomètres. Mais là si on regarde en détail sur un spectre qui serait fourni, on trouve que c'est du orange.
Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ce type d'émission spontanée sans savoir que c'était de l'émission spontanée. Cette lumière orange, c'est celle qui est émise dans les lampes à vapeur de sodium qu'on trouve dans les tunnels routiers, par exemple. Donc, ce sont des lampes dans lesquelles il y a de la vapeur de sodium. On excite, alors ça peut être par une décharge électrique par exemple, on excite les électrons des atomes de sodium, ils passent donc de leur niveau fondamental à leur état excité, et donc spontanément, ça se fait sans aucune autre intervention extérieure, l'électron va se désexciter en émettant spontanément des photons de couleur orange. Donc ce processus, voilà, vous l'avez déjà observé sans savoir que c'était dû à de l'émission spontanée. Donc c'est bien de la physique quantique qui explique ça. Alors bon, absorption, émission spontanée, c'est assez facile de comprendre ces deux phénomènes. Il y a un dernier phénomène dont la découverte est assez récente, quelques dizaines d'années, c'est celui de l'émission stimulée. Alors on peut, soit on laisse les électrons passer dans un état excité, on les laisse se désexciter spontanément, ils vont émettre une longueur d'onde bien précise, d'accord. Par contre, les photons vont repartir dans n'importe quelle direction. La lampe à vapeur de sodium dans un tunnel routier, elle émet un faisceau de lumière quand même divergent, et heureusement, parce qu'on veut que ça éclaire une grande zone de l'espace. Alors on a découvert expérimentalement qu'il y avait un autre processus d'émission. Donc pour ça, on fait déjà, il y a un premier processus non décrit ici, on part des électrons d'un atome qui seraient là avant dans leur état fondamental, on leur envoie une certaine quantité d'énergie, un quantum d'énergie, et l'électron passe dans un état excité d'énergie E2. Ça c'est un processus non représenté ici. L'électron étant dans son état excité, on envoie un deuxième photon, après celui qui a permis de provoquer l'absorption déjà dans un premier temps. Et bien on constate, alors bien sûr l'électron va se désexciter et retourner dans l'état fondamental, ça change pas. Par contre, alors déjà il y a émission de 2 photons, ce qui est normal parce qu'il y avait un premier photon qui a provoqué l'absorption et le deuxième envoyé pour l'émission stimulée. Ça c'était plutôt prévisible. Par contre ici, vous remarquez que les directions là, qui pourraient symboliser les directions de propagation des photons, le photon envoyé pour l'émission stimulée et les 2 photons émis par la suite. On remarque la direction là, qui serait une horizontale, peu importe, c'est la même. Donc quand on fait ça, les photons qui sont émis par émission stimulée, ils repartent tous dans la même direction, et donc on n'a pas un faisceau de lumière divergent, et ils ont tous la même fréquence. Ça c'est très intéressant, parce que s'ils ont tous la même fréquence, ils ont tous la même longueur d'onde, vous avez une lumière qui est parfaitement monochromatique, et puis vous avez un faisceau de lumière qui n'est pas directif. Alors on va peut-être me dire que c'est pas très intéressant pour éclairer, quand vous avez, je parlais d'un tube néon là qu'on peut avoir dans une cuisine, une salle de bain par exemple. On veut que ce soit un faisceau de lumière plutôt divergent pour éclairer une grande zone, oui. Mais pensez à d'autres applications, typiquement le laser. Donc c'est la partie suivante. Donc le laser, alors, ce qui est un acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations. Donc ça veut dire que c'est de la lumière qui est émise par émission stimulée. Et bien, le laser utilise donc le principe de l'émission stimulée, ce qui veut dire que tous les photons ici qui sont émis par émission stimulée partent tous dans la même direction. Donc là, vous auriez avec une source type tube néon des photons qui partent dans toutes les directions et donc quelque chose d'assez divergent. Là, vous avez un faisceau de lumière qui est quasi cylindrique, c'est pas parfaitement cylindrique, mais presque. En plus, c'est monochromatique puisque tous les photons émis ont la même longueur d'onde. Vous avez un laser d'une seule couleur. Alors aujourd'hui, les premiers lasers qui ont été mis au point n'émettaient que de la lumière rouge, c'est ceux qu'on a utilisés en TP cette année, mais vous savez sûrement qu'il existe des lasers bleus et verts. Par contre, les autres couleurs n'existent pas. Ça viendra peut-être, mais on ne connaît pas, on n'a pas réussi à mettre au point cette émission stimulée pour obtenir d'autres couleurs. La dernière propriété des lasers, c'est qu'ils vont émettre une quantité d'énergie très importante sur une zone réduite de l'espace, donc il y a une forte intensité qui est produite. Alors ça c'est pour tous les lasers, c'est pour ça que lorsqu'on était en TP, je vous disais de faire attention, on vise pas les yeux de quelqu'un avec un laser, on va pas perdre la vue instantanément, mais si vous amusez à faire ça régulièrement, votre rétine va être endommagée de façon irréversible. Alors ça peut être utilisé à des fins plus positives, on va dire, en médecine, pour soigner par exemple la cataracte. Et pour un type de laser qu'on n'a pas utilisé en TP, mais qui est utile également, pour les lasers à impulsion, vous aurez également une quantité d'énergie concentrée dans le temps. Ça a des applications, donc sur une durée très courte, vous envoyez une quantité d'énergie assez importante. C'est utilisé par exemple pour éliminer des taches sur la peau, enlever un tatouage par exemple, etc. Donc les lasers ont toujours une quantité d'énergie concentrée sur une petite zone de l'espace, puisque le pinceau lumineux est très étroit, et ça peut être concentré dans le temps si c'est un laser à impulsion. Alors pour finir, vous devez connaître donc ces propriétés du laser, et puis pour ce que j'ai fait avant,
Vous devez être capable d'expliquer ce que c'est que de l'absorption et de l'émission spontanée. Vous devez connaître cette formule. Et vous devez expliquer ce que c'est que de l'émission stimulée.